Oui, donc vous allez voir, je crois qu'il y a plusieurs choses, il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est de savoir est-ce qu'il faut les infiltrer, pourquoi on les infiltre, hein, et ça revient un peu à ce qu'on disait ce matin, c'est-à-dire on va infiltrer une lésion parce que on pense que c'est cette lésion qui fait souffrir le patient. Et puis il y a une autre actualité qui est, et c'est sur la fin, on en discutera ensemble, et j'ai quelques slides là-dessus, sur les, les potentiels effets secondaires des infiltrations, avec, vous savez, quelques publications, notamment françaises, sur les effets, notamment neurologiques. Donc on va surtout parler de la première partie. Donc j'ai mis un titre qui est un peu... c'est un peu de la provocation. Hein. Est-ce qu'il faut continuer à infiltrer les patients donc, qui ont soit une lombalgie, soit une lombosciatique? D'abord, je voulais vous montrer ce papier, mais je pense qu'un certain nombre, vous le connaissez. C'est le papier du Lancet de 2012. C'est une étude qui est faite par l'OMS, qui est faite à peu près tous les 20 ans pour évaluer en fait l'état de santé de la population mondiale. Et donc, les couleurs, là, c'est l'état de santé de la population mondiale. Je vais vous expliquer en fait comment interpréter et comprendre cette slide. À gauche, ce sont les hommes, et à droite, ce sont les femmes. Vous voyez ici, oui. Ici, c'est l'âge de la naissance jusqu'à 90 ans, donc de la naissance jusqu'à 90 ans. Et toutes ces couleurs, en fait, c'est des domaines de la médecine qui expliquent le handicap de la population mondiale pour un âge donné. Okay, donc si on prend par exemple ici, on est 25, 29 ans, vous voyez que c'est plutôt le domaine médical des maladies rouges, après je vais vous dire ce que c'est, qui explique une grande partie du handicap de la population mondiale. Et en fait, de quoi on s'aperçoit, c'est qu'il y a quand même deux grandes couleurs, c'est le rouge et le vert. Le rouge, c'est quoi? C'est les maladies psychiatriques essentiellement. Et le vert, ce sont les maladies musculo-squelettiques. Et donc vous voyez que la première cause du handicap de la population mondiale, hein, c'est fait dans près de, je crois, 182 pays. Donc c'est pas du tout, c'est pas les États-Unis, la France ou le Maroc, pas du tout. Il y a quasiment tous les pays. Vous voyez que jusqu'à l'âge de 40 ans, ce sont les maladies psychiatriques qui sont les maladies les plus handicapantes, et après 40 ans, ce sont les maladies musculo-squelettiques. Ce qui peut nous aider d'un point de vue politique pour aller voir nos autorités de santé pour leur demander de l'argent. Et puis quand on regarde en fait en France, mais il n'y a pas qu'en France, les deux domaines où on a le moins d'argent aujourd'hui, ce sont les maladies psychiatriques et les maladies musculo-squelettiques. Si on compare par exemple ça aux maladies infectieuses, aux maladies métaboliques, donc au diabète, aux maladies cardiovasculaires. Or, vous voyez que ce sont quand même des maladies donc très handicapantes. Et ensuite, une autre slide de cet article, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont fait un classement en fait de la maladie la plus handicapante jusqu'à la maladie la moins handicapante dans la population mondiale. Et vous voyez que la maladie la plus handicapante, elle est en haut là, c'est le back pain. Donc c'est tout ce qui est rachis. Et je le rappelle, ça n'est pas uniquement fait en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Nord. Pas du tout. C'est fait dans tous les pays. Parce que c'est vrai qu'il y a une quinzaine d'années, souvent on disait bon, la lombalgie était. J'ai même moi entendu ça parfois que la lombalgie dans les pays subsahariens n'existait pas, quoi, parce que c'est pas leur problème. C'est pas vrai du tout. Ils ont autant de problèmes avec les lombalgies que nous au Maroc ou en Espagne ou en France. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas du tout une maladie de pays surdéveloppés. À un moment, on disait que c'était ça. Alors, comme ce matin, ce qu'on peut faire pour les infiltrations, c'est revenir à ce fameux journal, Annals of Internal Medicine, que je vous encourage à lire, ou en tout cas de temps en temps à lire les articles, notamment dans nos domaines. Et donc, si on lit cet article, on s'aperçoit que la conclusion, c'est que les infiltrations épidurales de corticoïdes pour les sciatiques, en tout cas pour les radiculalgies,
sont associés avec une amélioration à la fois sur la douleur et la fonction, une amélioration immédiate. Néanmoins, ces bénéfices sont relativement faibles et ne sont pas soutenus dans le temps. Et il n'y a absolument aucun effet sur le non-risque d'être opéré. Donc ça ne diminue pas le recours à la chirurgie. Et donc finalement, il concluait à une évidence très limitée d'utiliser ce genre de procédure, c'est-à-dire les infiltrations, chez les patients donc, ayant une lombo sciatique ou une lombalgie. Donc ça, c'est typiquement de l'évidence basse médecine. Et puis après, vous en prenez une autre. Elles sortent quasiment la même année, en 2015, dans Pen Physician, qui est une best evidence synthesis. Et là, vous lisez la conclusion. Ils ont fait une revue systématique de la littérature, en analysant notamment la qualité des articles, et ils disent que c'est tout à fait efficace d'utiliser les infiltrations épidurales chez les patients qui ont donc une atteinte rachidienne. Vous voyez les limites quand même de cette évidence basse médecine. Aujourd'hui, avec les mêmes techniques, hein, c'est de la revue systématique, eh bien on peut arriver à des résultats qui sont totalement opposés. Après, c'est pas le débat aujourd'hui de discuter de ça, on pourrait en parler. Il y a des raisons, hein, bien évidemment. Une des raisons, par exemple, c'est cet article a fait sa méta-analyse en ne sélectionnant que les articles de bonne qualité. Donc déjà, ça permet quand même d'avoir quand même des résultats beaucoup plus fins et probablement beaucoup plus proches de la réalité. Si vous englobez tous les essais, pensons à l'arthrose, c'est sûr que si vous prenez les essais des années 80 faits en France, par exemple, sur les anti-arthrosiques, avec des effets taille qui sont majeurs, si vous les incluez, alors que c'est des essais qui sont de mauvaise qualité en général, eh bien, tous les essais récents sont dilués en fait dans ces essais. Donc c'est une première conclusion, c'est quand on regarde et quand on lit ces méta-analyses, regardez bien qu'il y ait au moins une analyse de la qualité des articles et que cette analyse globale n'ait été faite que en utilisant ces articles. Il y avait eu un papier qui a été fait dans l'arthrose où il montrait que plus les papiers étaient de bonne qualité, moins les effets taille étaient élevés, donc moins il y avait d'effets cliniques dans la colarthrose. Hein. Et ils avaient montré également, plus les papiers étaient sponsorisés par l'industrie pharmaceutique, moins les résultats, les résultats étaient d'autant meilleurs que c'était sponsorisé par l'industrie pharmaceutique. Vous voyez, il y a quand même énormément. Ça ne veut pas dire qu'il y a de la triche, hein. C'est pas ça. Pour l'industrie, par exemple, c'est pas ça. C'est que l'industrie sait fabriquer, sait construire des essais thérapeutiques positifs, ce que nous, académiques, on ne sait pas faire parce que c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est pas que l'essai soit positif. Notre objectif, c'est d'essayer de voir si ça marche ou ça marche pas. Alors revenons un peu à la lésion et je vais vous montrer un certain nombre de résultats, certains probablement vous les connaissez, à la fois dans la sciatique et dans la lombalgie. Dans la sciatique par hernie discale, il est clair qu'aujourd'hui on sait que vous savez comme moi que quand même 95% des gens qui ont une sciatique, on leur fait une infiltration et a priori on ne va pas les opérer et donc ils vont pas si mal que ça. Néanmoins, il y a quand même un paradoxe, c'est que la plupart du temps, on appelle ça un conflit disco-radiculaire. Donc, on va traiter un conflit avec des corticoïdes, ce qui peut paraître quand même un petit peu bizarre. Mais en fait, pas si bizarre que ça, puisque ce conflit, bien évidemment, il est mécanique, mais il est biochimique. Comme nous l'a montré brillamment ce matin notre collègue, c'est clair qu'il y a dans ce disque, il y a plein de choses et il y a tout un tas de molécules, des molécules qui sont notamment des molécules pro-inflammatoires, tu l'as dit ce matin, il y a des cytokines, on retrouve de l'IL1, on retrouve du TNF, et aujourd'hui, si on veut faire un résumé très large, la sciatique discale, elle est essentiellement TNF dépendante. Elle n'est pas IL1 dépendante, elle est un petit peu interleukine 6 dépendante, mais elle est surtout TNF dépendante, ce qui explique que quand on amène une grosse quantité de corticoïdes, eh bien, on va enlever toute cette inflammation irritative et qu'on va quand même améliorer
nos patients. Alors, si on va un petit peu plus loin dans le raisonnement, est-ce que cette inflammation en fait est bénéfique ou délétère? On aurait tendance à dire qu'elle est délétère, puisque, je vous dis, ça enflamme la racine nerveuse, donc ça fait mal, donc on a une sciatique. C'est pas si simple que ça. En effet, si on revient à la hernie exclue, donc qui est un cas très particulier, donc là ici vous voyez très bien sur cette coupe IRM ici une grosse hernie exclue avec ici vraiment un halo inflammatoire. Eh bien, il a été montré que ces hernies exclues, premièrement, ont la capacité à disparaître quasiment à 50% dans les 6 mois, 80% dans l'année. Donc la chirurgie se fait de manière naturelle. Et deuxième chose, c'est que ces hernies exclues sont très inflammatoires et très TNF dépendantes. Et donc dans ce cas-là, il est clair que l'inflammation est plutôt bénéfique. Parce que l'inflammation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va en fait dégrader. Elle va dégrader la matrice extracellulaire et donc elle va manger la hernie discale. Donc dans ce cas-là, l'inflammation, elle est plutôt bénéfique et donc on aurait plutôt tendance à dire évitons de les infiltrer. Néanmoins, ils ont mal, ces patients. Donc il faut aussi qu'on agisse sur la douleur. Pour revenir un petit peu à ce qu'on disait ce matin, mais c'est quand même une manière de dire au patient, voilà, on va lui expliquer, on va lui dire, vous avez une grosse hernie, raison de plus, premièrement pour pas vous faire opérer, parce que très souvent le radiologue leur a dit, oh là là, elle est énorme, il faut se faire opérer, ou le chirurgien va dire, non, au contraire. Et en plus, on sait que c'est une chirurgie, si on opère des hernies exclues, les résultats sont mauvais. Pourquoi ils sont mauvais? Parce qu'on opère dans un climat très inflammatoire, et donc après, il y a une réaction inflammatoire chronique type fibreuse, en fait, qui est très très importante. Et souvent, le chirurgien, quand il l'ouvre sur ce genre de patient, il ne voit pas de hernie, il voit une espèce de magma inflammatoire autour de la racine, et dans ces cas-là, la chirurgie est non seulement pas bénéfique, mais elle est souvent délétère, car elle va au contraire entretenir cette espèce d'inflammation chronique. Donc ça, c'est des exemples, mais ça, vous les connaissez, au scanner, avec ici cette hernie discale et 6 mois plus tard, une disparition de la hernie discale. Ici, c'est plus, vous voyez, au niveau foraminal, mai, septembre, novembre, il ne reste plus que la petite partie un peu calcifiée. Et donc ça, c'est la tendance naturelle à la résorption de ces hernies qui sont essentiellement TNF dépendantes et dépendant également de molécules qui sont downstream du TNF, que sont les métalloprotéinases dont on a parlé ce matin, avec, vous voyez, un schéma qui est ici. Quand le disque en fait va s'extruder dans le canal, il va y avoir une interaction entre les cellules discales et les macrophages résidents du canal cette interaction va aboutir à une inflammation qui est TNF dépendante, qui va fabriquer des métalloprotéinases qui vont devenir activées et qui vont résorber le disque herniaire. Et il y a parallèlement à ça une uprégulation de la production de VEGF par notamment les macrophages résidents. Et le VEGF va faire quoi? Il va augmenter la vascularisation de ce tissu et donc augmenter l'infiltration de macrophages, et donc il va y avoir une boucle vertueuse qui aboutit à cette résorption. Donc il est clair que cette inflammation peut avoir un effet bénéfique. Et puis il y a également, dans la plupart des cas, ce que l'on connaît, où on n'est pas dans le cas d'une hernie exclue, un effet qui, là, dans ces cas-là, sera non pas bénéfique, mais délétère. Alors, ce cas-là, vous le connaissez, c'est la hernie discale classique contenue, on va l'appeler contenue, c'est-à-dire qu'elle est dans son ligament, okay, elle n'est pas ni exclue, elle n'est pas transligamentaire. Tout ce qu'on vient de voir, c'est plutôt pour la hernie, donc exclue ou transligamentaire. Et là, c'est juste pour vous rappeler, mais vous le savez comme moi, toutes les approches qu'on peut avoir. En termes d'infiltration, on peut avoir une approche postérieure qui, pour nous, bien évidemment, est très intéressante puisqu'elle ne nécessite pas de radiologie. Et là aussi, je vous demande, quand vous lisez des articles là-dessus, soyez toujours très prudents. C'est clair que les radiologues, ils n'ont pas les mêmes intérêts que les nôtres. Okay, et donc, ils vous expliqueront toujours que sous-scopie, c'est mieux. À ma connaissance, il n'y a pas
Il y a peu de papiers qui ont montré que, par exemple, de faire une épidurale sous scopie, c'était plus bénéfique que de faire une épidurale comme on sait les faire au lit du malade et sans scopie. Donc ça, c'est une première approche. Le gros intérêt, c'est que, bien évidemment, on n'a pas besoin de contrôle scopique. Une autre approche qui est de plus en plus utilisée, et je pense que vous aussi vous l'utilisez, mais qui, elle, nécessite les radiologues, donc c'est par voie interlamaire. Cette voie interlamaire, le gros intérêt, c'est qu'on va quasiment au contact de la hernie discale. Donc on va sans passer en fait par le foramen ou l'articulaire postérieur. Donc ça, c'est une autre technique qui est également très utilisée, mais là qui nécessite à ce moment-là la participation, bien évidemment, d'un radiologue. Nous, on ne peut pas faire ce genre d'infiltration. Une troisième infiltration, et moi je vous encourage à utiliser cette infiltration, ce type d'infiltration, c'est vrai que c'est Revel qui avait beaucoup développé ça il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. On le prenait un peu souvent pour un barbare, parce que c'est vrai que c'est une infiltration qui est plus douloureuse, beaucoup plus douloureuse qu'une épidurale, c'est clair. Néanmoins, aujourd'hui, notamment avec tous les problèmes qu'on a sur les foraminales, sur les produits à utiliser, les risques de brèche durale, il est clair que c'est probablement la voie la plus safe, c'est-à-dire la voie du hiatus, qui permet donc d'infiltrer les patients. Et ça, on peut le faire de manière tout à fait sans contrôle scopique. Je sais que certains rhumatologues, notamment à Cochin aux étages supérieurs, le font sous échographie à la rigueur. Mais c'est quand même une technique, je pense, s'il y en a s'il y a une technique qui restera, je pense que ce sera cette technique. C'est vraiment la moins... Et dans tous les accidents qui ont été publiés, hein, parce que c'est toujours la même chose, il y a un biais de publication. Tous les accidents que l'on a vus, notamment de paraplégie ou d'accidents vasculaires médulaires, ça a toujours été des voies interépineuses, des voies foraminales, et il n'y a pas de description de hiatus. Dernière chose, je pense que c'est également probablement une très bonne voie d'abord pour les rachis opérés. Et ça, c'est le quatrième type d'injection. Les plus utilisées, ce sont les infiltrations, donc foraminales cette fois-ci, et là qui nécessitent également un radiologue. Donc nous, il nous reste quoi? Il nous reste en fait l'épidurale classique par voie interépineuse, ou alors le hiatus, soit à l'aveugle, soit avec l'aide d'une échographie. Et le dernier message, c'est que a priori, la voie d'abord la plus safe, c'est la voie du hiatus. Donc on était dans le bon quand on faisait ça. Pour ce qui est de la lombalgie, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est tout ce qui est modique, et je vais vous montrer quelques résultats. Donc là, vous voyez très bien le modique typique avec l'hyposignal ici en T1 et l'hypersignal au niveau des plateaux vertébraux, avec il reste une hauteur discale. Okay, c'est clair que là, on a envie d'infiltrer le disque, et donc c'est ce qu'on fait maintenant. Le conseil que je peux vous donner, c'est que on est d'autant plus brillant qu'on est plutôt dans des disques hauts, c'est-à-dire L3, L4, L4, L5. Plus on va vers L5S1, moins on a des résultats satisfaisants. Pour une raison simple, c'est qu'en L5S1, le modique, très souvent, il est très mécanique. C'est souvent un œdème osseux, un peu comme ce que l'on peut voir dans la gonarthrose, vous savez, avec l'œdème médulaire, le bone marrow œdéma. Donc ça, c'est typiquement donc intradiscal, et là, c'est clair, là, on ne peut rien faire, hein, c'est au radiologue de s'y mettre. Donc ça, c'était le premier papier qu'on avait publié il y a maintenant quasiment une dizaine d'années, où on montrait que plus le modique était inflammatoire, c'est-à-dire de gris vers le bleu étant le plus inflammatoire, le gris le moins inflammatoire, plus l'infiltration de corticoïdes avait un effet à 1 mois, avec un effet qui était assez spectaculaire, vous voyez, mais un retour ensuite quasiment à la normale à 3 et 6 mois. Donc ça, c'était un essai ouvert, hein, c'était pas un essai contrôlé. Néanmoins, c'est à peu près le même profil que ce qu'on observe dans l'infiltration de corticoïdes dans la gonarthrose.
c'est le même genre d'effet. Et d'ailleurs, on le propose avec la même, je dirais, le même objectif, c'est-à-dire d'essayer de passer cette phase congestive, on appelle ça congestive dans le genou. Certains dans le rachis aussi appellent cette discopathie congestive, un peu par analogie, bien que les analogies s'arrêtent là, parce que vous savez comme moi que dans le disque, et on l'a vu ce matin, une grande différence avec les articulations, c'est qu'il n'y a pas de tissu synovial. Donc c'est quand même beaucoup moins inflammatoire, même si ça l'est. Et donc là, c'est ce que je vous ai montré ce matin avec l'extinction du signal. Donc vous voyez, c'est une discographie ici, donc du dernier disque mobile. Et ce que l'on utilise, c'est de l'hydrocortensil. Bien évidemment, on en a parlé ce matin, j'en ai parlé avec certains collègues, c'est pas de l'hexatrione, hein. Vous vous souvenez du drame de l'hexatrione il y a à peu près une trentaine d'années, où il y avait, ça avait induit notamment des calcifications intradiscales et qui récidivaient. Pourquoi ? En fait, le pouvoir inflammatoire entre l'hexatrione et l'hydrocortensil, c'est le même, hein. Ce qui change, c'est le véhicule. Le véhicule de l'hexatrione a une demi-vie qui est beaucoup plus longue, et donc le produit résidait beaucoup plus longtemps dans le disque, et ça entraînait en fait des métaplasies cellulaires qui se mettaient à fabriquer soit de l'os, soit des cristaux. Et puis en bas, je vous ai mis le papier dont on a déjà parlé 2 fois ce matin. C'est celui qu'on a sorti dans l'Annals of Internal Medicine il y a quelques mois, et où on montre qu'une injection de corticoïdes permet une amélioration transitoire, clairement, à 1 mois, et une amélioration cliniquement pertinente. Et malheureusement, ensuite, à 6 mois, on revient à l'état initial, comme dans le placebo. Là où on peut se poser des questions, c'est quand même, c'est exactement le profil que je vous ai montré sur la première étude qu'on a faite, qui était une étude simple, ouverte. Cet essai, ça a duré 10 ans, c'est très long, très cher. Et vous voyez qu'en fait, on a trouvé quasiment la même chose. Donc ça aussi, au-delà du sujet d'aujourd'hui, il y a des gens, notamment Philippe Raveau, qui travaillent beaucoup là-dessus, d'essayer de trouver des nouveaux designs d'essais thérapeutiques pour que ce soit beaucoup plus simple et beaucoup plus proche de ce qu'on fait tous les jours. Alors pour tout ce qui est effets secondaires, voilà le papier français en 2010. Donc c'est le papier de Marc Vibier et Jean-Denis Laredo, qui avait fait grand bruit. C'est ce papier où il montrait donc il y avait 5 cas en fait de paraplégie compliquant des infiltrations spinales. Le message qui était sorti de ce papier et de tout ce qu'on disait autour, c'est qu'en gros, il ne fallait plus infiltrer de rachis opéré et ne plus faire d'infiltration foraminale. En fait, depuis, il y a eu un certain nombre d'autres cas cliniques, et on s'est aperçu qu'on a observé la même chose sur des rachis non opérés, et on a observé la même chose sur des infiltrations articulaires postérieures. Donc on est loin du foramen dans ces cas-là, hein, et on pense qu'on est quand même contenu, donc on est tranquille. Donc on en a vu avec des infiltrations articulaires postérieures et des infiltrations épidurales. Donc aujourd'hui, on est probablement plus vers... faisons attention en tout cas pour les rachis opérés, parce que c'est vrai que la majorité, c'est quand même des rachis opérés. Or, la majorité des gens infiltrés ne sont pas des rachis opérés, c'est clair. Néanmoins, pour le reste, c'est très difficile. Et moi, ce que je vous suggère, en tout cas aujourd'hui, et je milite pour ça, c'est faites des hiatus. Et donc, ça a fait tellement de bruit que dans le New England, en fait, vous voyez, il est sorti en 2015 un papier qui s'appelle donc les effets sérieux donc neurologiques après épidural glucocorticoïde, et ils ont fait une enquête, et c'est la FDA qui a fait ça. Et pour une fois, je trouve, ils ont été, quand on lit les conclusions, ils disent que la FDA a décidé de ne pas modifier en fait les warnings sur les effets neurologiques potentiellement dangereux des infiltrations, notamment en disant que ces procédures sont très fréquentes et que les accidents sont exceptionnels. Je trouve que c'est
c'est rare pour des anglo-saxons de mettre ça, hein. En général, ils mettent le parapluie et donc ils bloquent tout. Vous allez voir, on vient de faire avec, notamment avec Jean-Denis Laredo et la SFR, justement, on est en train de publier un article avec des recommandations. Les recommandations ne sont pas celles de la FDA, hein. Il y a quelques restrictions, vous verrez. Et notamment sur les produits utilisés, avec un deuxième problème qui est arrivé en France, c'est que a priori le produit qui paraît le moins toxique c'est l'Altime, mais qu'il n'y a plus d'Altime en France. Je pense que pour vous c'est la même chose. Donc on fait tout à l'hydrocortencyle. Donc on est un peu coincé de partout. Honnêtement, si on suit les papiers, les l'évidence base, etc., a priori on devrait ne plus infiltrer. Ce qui gêne beaucoup moins les anglo-saxons, hein. Parce que nous, toujours avec cette approche médicale, on infiltre beaucoup. Les anglo-saxons, beaucoup moins. Donc c'est des chirurgiens orthopédistes, hein, ou des généralistes. Les sciatiques, ils ne les infiltrent pas, hein. Je vais vous donner un autre exemple. En Suisse, par exemple, on fait des infiltrations, mais on fait aussi des bolus de solumédrol dans la sciatique discale. Vous voyez, donc il y a des habitudes suivant les pays. Et les traitements du futur, donc ce que je vous ai dit, c'est plus un traitement du futur, mais c'est l'intradiscal. Et puis là, on a un projet européen H2020 avec Christian Jorgensen, où là, vous savez, il a déjà un premier projet qui s'appelle Adipoa, qui est d'aller, à partir de graisse abdominale, d'extraire des cellules souches et ensuite de les réinjecter dans le genou, dans la gonarthrose. Et là, on a eu un financement relativement important, hein, puisque c'est 6 millions d'euros de la communauté européenne pour faire un essai thérapeutique où cette fois-ci, on va aller faire carrément non pas de l'autogreffe, mais de l'allogreffe, donc allogénique, hein. On va aller mettre des cellules souches allogéniques dans le disque intervertébral de patients qui ont notamment un modique. Entre vous et moi, ça peut faire peur. On se dit aller mettre des cellules allogéniques, c'est-à-dire que c'est comme une transfusion, hein. En fait, c'est la même chose, hein. Ça vient d'un donneur. En fait, aujourd'hui, de plus en plus, tout ce qui est cellules souches, on va vers ce système-là parce que c'est beaucoup plus simple. Si vous êtes obligé d'aller récupérer des cellules souches chez votre patient qui a mal au dos, ce sont des procédures très lourdes. Et donc, il se trouve qu'en termes de safety, en fait, les cellules souches allogéniques, on touche du bois, en tout cas pour l'instant, sont tout à fait utilisables. Donc, en conclusion, je crois que continuons à infiltrer les patients. N'oubliez jamais, alors, je dirais que moi, ce que je dis à mes patients souvent, ou je l'écris sur le dossier, de toute façon, il y a un moment où, si on ne les infiltre pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va les opérer. Et à ce moment-là, le risque, il est beaucoup plus important. On prend un risque bien plus important d'aller opérer un patient que de lui faire une infiltration épidurale, même s'il a un rachis opéré. Donc je pense que ça, c'est un argument relativement, en termes de bénéfice-risque. Et puis après, bien évidemment, c'est toujours la même chose, c'est l'interaction entre le patient et le médecin, et surtout d'essayer d'évaluer quelle est la lésion, qu'est-ce qui fait mal, et d'aller injecter au bon endroit avec les techniques les moins agressives, la moins agressive me paraissant être quand même le hiatus. Voilà, je vous remercie.